Je suis né au Paquis, je vis au Paquis et j'y travaille. Sur cette place Tiananmen, où c'était donc c'était en fait mon premier grand reportage, j'ai connu un journaliste qui me disait on vit, c'est un moment très important, mais il y a un pays totalement décalé, totalement fermé, qui vit aussi d'une manière totalement repliée sur elle-même. Et je m'y suis intéressé et dès 1989, j'ai essayé de rentrer en Corée du Nord pour pouvoir justement décrire, dénoncer à ma manière le pays. Et j'ai mis en fait 9 ans pour obtenir mon visa. Pourquoi avoir utilisé la vidéo? C'est simplement le fait d'utiliser une matière pixelisée qui donne ce côté totalement carton-pâte, totalement faux, totalement féerique et qui représente en fait extrêmement bien le pays. Par la suite, je me suis intéressé à un autre dictateur qui est Saparat Niazov, qui a décédé en fin 2006 et qui avait pris en otage tout un pays, c'est-à-dire le Turkménistan en Asie centrale. Et là aussi, j'ai travaillé plutôt avec un appareil 6.6, moyen format, un format en fait très carré qui montre en fait le côté rigide de toute cette iconographie que j'ai montrée partout, c'est-à-dire tant à l'intérieur, dans la salle de bain de mon guide, qu'à l'extérieur où le portrait du président est dupliqué à l'infini. Actuellement, je travaille sur un pays qui n'existe pas, qui s'appelle la Transnistrie. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il n'a jamais été reconnu par personne. C'est-à-dire qu'en 1991, à la chute de l'Union soviétique, il y a un minuscule territoire russe entre la Moldavie et l'Ukraine qui se rebelle et qui ne veut pas devenir indépendante et qui préfère rester dans le giron de Moscou et qui déclenche une guerre pendant 2 ans, violente, face en fait à la Moldavie et qui gagne grâce aux troupes russes. De là, avec la Corée du Nord, avec mon expérience, avec toutes les difficultés que j'ai eues aussi au Turkménistan, je me dis, tiens, ça peut être une sorte de trilogie, allons voir un peu ce qui s'y passe derrière ce petit bout de territoire. Et je découvre en fait un peuple assez magnifique, assez touchant, un peu replié sur elle-même, mais en même temps avec beaucoup de valeurs, un peuple de nouveau en lutte, en lutte pour sa souveraineté. Et dès le départ, j'ai été très bien accueilli. Et il y a des similitudes assez drôles. C'est qu'on a tout de suite su qu'il y avait un étranger suisse qui faisait en fait des photos. Et ça, c'est là où, un peu comme en Corée du Nord, j'ai été pris par la propagande. C'est-à-dire que j'ai tout de suite été mise à contribution devant la caméra, tout simplement, en expliquant un soir, on est au bistrot, je suis avec mon guide et il me dit « Mais comment tu fais pour gagner ta vie, toi, en tant que photographe en Suisse ?» Et je dis « Voilà, je fais un peu de corporate et puis je travaille aussi pour différents magazines, dont Migros, qui est un magazine plutôt axé sur tout ce qui est au fourneau, cuisine, etc. » Et le lendemain, à 8 h du matin, je me retrouve sur un plateau de télévision, dans un énorme stade qui s'appelle Shérif, Shérif qui représente tout en Transnistrie, qui ont donc tout ce qui est alimentation, pétrole, médias, théâtre et autres, c'est l'État dans l'État. Et je me retrouve en train de cuisiner une recette suisse pour tout bon citoyen transnistrien. Et par la suite, j'ai continué à être invité sur les plateaux de télévision pour parler de la Suisse, pour parler de la famille en Europe, de passer dans les journaux. Et il y a un peu une même trilogie, j'allais dire, entre le Turkménistan et la Corée du Nord et la Transnistrie, avec une sorte de propagande que simplement on utilise en fait sur place.